Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment naviguer dans ce contexte économique et financier d'ici la fin de l'année. Quels sont les grands choix de gestion que l'on peut faire sur les différentes classes d'actifs? Une question que nous allons poser à Benoît Lombard. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président du Multifamily Office Maison La Place. C'est vrai que cette rentrée peut être un petit peu complexe pour un certain nombre d'épargnants. Certains vous la voient d'un côté plutôt positif en se disant bon, la majorité des hausses de taux de la BCE ou de la Fed sont normalement passées, donc on peut envisager un avenir un peu plus stable. D'autres, au contraire, voient le marché immobilier, les questionnements sur le marché action, les questionnements parfois sur le private equity également, et se demandent si on n'est pas dans une phase de transition qui fait qu'on ne sait plus tellement comment naviguer dans tout ça. Comment est-ce que vous regardez ces 3 derniers mois d'ici la fin de l'année, Benoît Lombard, si tant est qu'il faut regarder que jusqu'à 3 mois? Il ne faut pas regarder que pour les 3 derniers mois et pas que pour les 3 prochains mois, puisqu'on s'inscrit naturellement dans un objectif de long terme. La première des choses, quand on parle d'allocation d'actifs, c'est aussi de se rappeler la durée pour laquelle on souhaite investir. Et puis le deuxième point, c'est l'appétence au risque. Et le stress que l'on est capable de pouvoir supporter en cas, bien sûr, de vicissitude. Et les marchés ont des cycles, on s'en est rendu compte récemment avec l'immobilier, on l'avait oublié. Parliez de la hausse des taux, 9e hausse des taux de la BCE, 4%. Je crois que sur la Fed, on est à 5,5%. Donc, c'est ça qui a profondément changé. On se souvient tous du fameux TINA. Bien sûr. Alternative. Maintenant, on est au TARA. Reasonable Alternative. Reasonable Alternative, je ne sais pas s'ils sont toutes raisonnables. Mais en tout cas, il y en a d'autres. Et c'est bien parce qu'il y a eu cette hausse des taux qu'on peut retrouver de l'appétit à la fois sur le marché monétaire. Enfin, je rappelle, aujourd'hui, on est sur un rythme de 4%. Si on raisonne sur le marché monétaire euro. Si on est investisseur en dollars, et en tant que family officer, on a des investisseurs qui sont multidevises, et notamment en dollars, on est à 5,5%. 5,5% le taux directeur, donc on est un peu juste en deçà. Donc là, on voit qu'on a un rendement réel qui est pas tellement éloigné de celui de l'inflation. Chose qu'on n'avait pas quand on avait des taux qui étaient négatifs. Vous vous souvenez, on était bercé au taux négatif pendant une quinzaine d'années. C'est fini, ça. C'est terminé. Ça veut donc dire que la prime de risque qu'on a sur des marchés autres que le taux sans risque qui n'avait pas d'intérêt, eh bien, aujourd'hui, sont peut-être dégradés, ces primes de risque. On le voit sur le marché des actions, et puis on le voit sur le marché immobilier. Et c'est ça, le profond changement qu'on a connu cette année, en 2023. Et si tant est que les banques centrales visent des taux pour juguler l'inflation, ils visent tous 2% à peu près. On n'y est pas à 2%. Bien sûr, oui. Mais qu'aujourd'hui, il y a des stratégies à prendre, des options à prendre, pour se positionner demain par rapport à ce qu'on attend tous, c'est-à-dire un arrêt de la hausse des taux et peut-être aussi de juguler l'inflation. Mais alors, si vous dites, enfin, si je vous suis, il y a effectivement une prime de risque qui s'est réduite sur les marchés actions, par exemple, ou l'immobilier. Est-ce que pour autant, il faut sortir de ces classes d'actifs en se disant et voir les opportunités qu'il y a ailleurs? Mais reprenons un peu de recul, parce qu'on est tous collés sur les écrans à regarder les annonces des banques centrales, à regarder l'évolution des marchés financiers, mais il faut prendre du recul. Le recul, c'est quoi? C'est l'horizon de gestion. Est-ce qu'il faut sortir de l'immobilier? Bon, enfin, quand même, il y a un élément qu'on oublie tout le temps sur l'immobilier. Qu'est-ce qui est indexé à l'évolution de l'inflation indirecte? Les loyers. Les loyers. Et donc, à un moment donné, si on se retrouve avec une baisse de la valeur nominale de l'actif, baisse du marché immobilier, on a toujours un rendement qui va s'améliorer, puisque lui, il continue de croître dans une période d'inflation. Donc, est-ce qu'il faut arbitrer à cet instant donné là? La réponse, elle est bien sûr en distinguant l'immobilier d'habitation, l'immobilier de bureau, si on devait raisonner rien que pour la France, Paris, province, littoral aussi quand même. Bien sûr, oui. Et puis dans l'immobilier professionnel, distinguer les commerces des bureaux, et puis au sein des commerces, distinguer peut-être l'hôtellerie et le commerce de proximité de zones commerciales qui entraînent peut-être un peu moins de monde. Voilà, donc il faut vraiment regarder dans le détail. Mais l'immobilier protège de l'inflation parce que les loyers sont indexés. L'immobilier connaît une correction parce qu'on a une hausse des taux et on a de l'inflation. Donc, et que donc, si on leverage, ça coûte plus cher. Et donc la rentabilité faciale est un peu inférieure. Mais est-ce que pour autant on doit tout vendre? Si on a constitué un patrimoine immobilier depuis 10 ans et qu'on a acheté et qu'on a peut-être un upside de 25-30% de hausse, est-ce que c'est le moment où on doit vendre tandis qu'on a 5, 10, 15% et qu'on a la durée devant nous? Et puis, quel code-part cet immobilier représente dans son actif? Je vais vous donner des chiffres qui sont assez intéressants, qui sont la moyenne, puisqu'on parle de family office, des family office. Bien sûr. Les family office, c'est à peu près 31% d'actions
20% de private equity, 19% de private equity exactement. L'immobilier, c'est 13% seulement. Hein. D'accord. Et puis, après, on a toutes sortes de classes d'actifs, dont aujourd'hui du cash, parce que le cash rémunère. Et puis, si le cash rémunère et qu'on a une inversion de la courbe des taux, on le connaît. Aujourd'hui, on a des taux courts qui sont supérieurs aux taux longs, malgré la récente hausse des taux qu'on a eue la semaine dernière. Ça veut donc dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir cristalliser les taux pour conserver de la performance dans la durée, tandis qu'on va avoir théoriquement une politique monétaire qui devrait être un peu plus accommodante. Donc si on prend des choix de gestion au global, alors on va rentrer peut-être dans les classes d'actifs par la suite sur le temps qui nous reste, mais donc majorité d'une poche majoritairement action quand même aujourd'hui au sein d'un family office. Bien sûr, les verts de rendement, c'est pas complètement déconnecté aujourd'hui les bénéfices par action que l'on a de la rentabilité qu'on a en droit d'attendre. Il faut distinguer aussi, on voit que les marchés sont positifs, mais les marchés sont positifs depuis le début de l'année, on prend l'ensemble, hein, bien sûr, essentiellement. Grâce aux 3 premiers mois de l'année, parce que depuis 6 mois, ça ne bouge pas tellement, à part bien sûr le Nasdaq. Le Nasdaq, on se rappelle quand même, 40% de performance de Nasdaq. Oui, bien sûr. Donc, grâce à l'IA. Grâce à 10 valeurs ou 8 valeurs, mais oui. Bien sûr, parce que ce n'est pas les fameux GAFAM qui ont fait la performance du Nasdaq. Mais les actions, sur du long terme, demeurent toujours le meilleur moyen pour investir. Et puis, n'oublions pas aussi que ça draine l'épargne vers l'économie réelle, que ça permet de créer des emplois, que ça permet de créer de la valeur, et que c'est peut-être le rendement le plus, ou du moins l'endroit où l'on doit placer son argent le plus intelligent pour le bien-être de tous. Alors on parle souvent de traité de Paris, des 17 ODD et des objectifs pour l'avenir. L'investissement d'actions, ça permet aussi de créer des emplois, ça permet aussi. Donc les actions, bien sûr, toujours. L'immobilier, peut-être regarder un peu, peut-être arbitrer, peut-être attendre si on doit acheter. Hein. C'est ça, donc on ne vend pas, mais par contre on achète peut-être pas tout de suite. On n'est pas obligé d'acheter au moment donné où on se retrouve avec des taux qui sont hauts, tandis qu'ils risqueraient de baisser demain, et où il n'y a pas de rencontre de volonté acheteur-vendeur, et que donc, pour une fois, on a un marché immobilier qui est plutôt entre les mains des acheteurs que des vendeurs. Donc on peut prendre un peu de temps, puisqu'on s'inscrit dans la durée. Je rappelle que la durée moyenne de détention d'un actif immobilier, on dit souvent c'est 8-9 ans, mais parce qu'il y a la dette. Hein. Bien sûr. On retraite ça de la dette, on est à une certaine année. Donc si on doit investir sur 20 ans, eh bien, on peut se poser la question de 3 mois, 6 mois, 8 mois, on n'est pas pressé. Donc, et du cash aujourd'hui. Mais du cash, où ça alors? Sur des comptes à terme Non, mais compte à terme. Moi, j'adore ça. Quand on est en période de hausse des taux, pourquoi figer son taux alors que demain, le taux au jour le jour sera meilleur? C'est une vraie question. C'est vrai. Oui, bien sûr. Le compte à terme et les certificats de dépôt à 3 mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an, ce que vous voulez comme durée, ont du sens à partir du moment où on va être en baisse des taux. Et c'est à ce moment-là aussi, on peut même encore faire mieux. Pourquoi pas se constituer un portefeuille d'obligations d'entreprise investment grade. Investment grade, on a des taux aujourd'hui, on trouve du 5, 5,5. Hein, bien sûr, un portefeuille diversifié, bien constitué, sur 5 ans. Alors qu'on sait que dans 1 an et demi, sur la zone euro, on ne va pas être à 4% de taux directeur. On va baisser à peu près de 150 points de base, 2,5. C'est la moyenne des économistes. Et qu'aux États-Unis, on ne va pas être à 5,50. On va baisser aussi 150 points de base. On sera vraisemblablement entre 3,5 et 4. Bon, c'est en tout cas un des scénarios envisagés. C'est des scénarios. Moi, je ne suis pas économiste. Hein. Je suis un bon perroquet qui lit beaucoup. Et en étant ce bon perroquet, un minimum d'intelligence, je me dis que cristalliser un portefeuille obligataire investment grade, et pour partir à yield, si on est prêt à prendre un peu plus de risques, avec des notations de qualité et diversifiées sur une trentaine de lignes, par exemple, eh bien, a du sens si on voit les taux qui, demain, se prendront une direction opposée à celle qu'on connaît depuis les 9 hausses, c'est-à-dire à la baisse. Non, mais c'est intéressant parce que c'est une gymnastique intellectuelle qui est peut-être un petit peu plus complexe, c'est de se dire effectivement si demain les taux rebaissent, effectivement le financement coûtera moins cher, mais il faut entre guillemets prendre des garanties sur les opportunités des taux élevés qu'on a aujourd'hui sur l'obligataire par exemple. Mais bien évidemment. Et quand on est en période de hausse des taux, on ne le fait pas. Quand on est en période de stagnation de taux, si je puis dire, ou stabilisation des taux, c'est un peu plus correct, et d'anticipation à la baisse, telle qu'on la voit à horizon 1 an et demi, eh bien là, se constituer un portefeuille obligataire a tout son sens. Se dire, me constituer un portefeuille obligataire avec une duration, je ne sais pas, de 3 ans, où je vais avoir 5,5 de rentabilité, tandis que j'ai du 4 sans risque au jour le jour, je ne sais pas. Oui, aujourd'hui, ça peut-être, on a le droit de se poser la question, mais demain, si on n'est plus à 4, là, du coup, on cristallise une performance pour des années durant. Et si on conjugue cela avec une diminution de l'inflation telle qu'elle est visée et telle qu'elle est souhaitée par l'ensemble des banques centrales, eh bien, on va se retrouver avec un taux réel positif. Donc, pas de compte à terme, pas de... Le cash, on le rémunère comment alors concrètement? Juste un point, on parle de taux. Oui, bien sûr. Dans la définition d'un rendement obligataire, court terme ou long terme, il y a 2 éléments.
Donc, il y a le taux, et puis il y a l'émetteur. Bien sûr. On a compte à terme, on a un seul émetteur. Si on achète le marché monétaire, on a la pluralité de l'ensemble des banques et des principales banques, notamment à qui l'on prête de l'argent. Et donc là, j'ai un risque de défaut qui est naturellement inférieur. Il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Leur tourne un mot sur le private equity. Alors, le private equity, c'est vrai qu'on en entend souvent parler, enfin, donc le capital investissement en France, on en entend souvent parler, qui propose des rendements particulièrement élevés, mais aussi avec un risque, bien sûr, pour les épargnants, et surtout, j'allais dire un flou, alors peut-être pas, mais en tout cas, une nécessité de pédagogie ou parfois une incompréhension des épargnants vis-à-vis de ce type d'investissement. C'est plus compliqué, le private equity, que d'acheter des actions cotées, qui sont cotées, sur lesquelles on a un maximum d'informations. C'est quoi le private equity? Le private equity, c'est qu'on va confier son argent à une société de gestion qui ne fait que de gérer du non coté. Bien sûr. Des actions non cotées. Et puis on leur donne carte blanche pour investir dans l'univers qui est le leur et en fonction de leurs compétences, que ce soit la taille des entreprises, les secteurs d'activité, la répartition géographique, etc. Les devises aussi, parce qu'on n'est pas obligé d'investir uniquement dans la zone euro. Et donc, on a des rentabilités passées qui étaient excellentes. Moi, je penserais que demain, naturellement, on aura des rentabilités qu'on doit proposer, nous, comme étant légèrement inférieures, parce qu'il est plus facile de vendre du 15% que du 10 ou du 12. Mais même si on a 10 ou 12% de performance attendue, en confiant son argent à différents acteurs diversifiés, bien là sûr, encore, différents. Et là, la loi Pacte de 2019 donne la faculté aux épargnants de pouvoir aller investir dans du private equity au sein des véhicules d'investissement assurantiel, ce qui n'était pas c'était faisable auparavant, mais sur des contraintes techniques trop importantes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. On peut aller chercher des sociétés de gestion de premier rang, le groupe Cristal, dont Maison Laplace fait partie, et je vais rester dans les A. On a pu proposer des fonds de Apax, Ardian, Astorg, là, des belles maisons de gestion qui ont un track record de qualitatif, qui ont un spectre d'activités différent, avec des couvertures géographiques différentes, avec des devises qui sont également différentes, et puis qu'on ventile l'ensemble de ces actifs sur différentes catégories d'émetteurs, et là encore, diversification est le maître mot des millésimes et des émetteurs, des sociétés de gestion, ça peut donner de la rentabilité. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand on est épargnant et qu'on n'a pas la connaissance suffisante pour aller sur ce type d'investissement, d'y aller comme quand on est allé à une époque sur les SCPI, c'est-à-dire se dire on est allé en private equity mais sans trop savoir dans quoi on a investi au final? Mais cher ami, à quoi servons-nous? On est là pour ça, nous, les professionnels. Nous les connaissons, nous les référençons, nous les analysons, nous les passons aux grilles de contrôle que nous avons mis en place, nous les auditons, nous les suivons, nous regardons non seulement notre track record, mais également tous les moyens qui sont mis à disposition de professionnels comme nous pour être le filtre entre eux et l'épargnant final. Et c'est nous, professionnels du patrimoine, qui devons réaliser ces due deals, si je puis dire, au bénéfice de nos clients, tout en conservant le maître mot, là encore, diversification. Et bon, on finira là-dessus. C'est une conclusion parfaite. Merci beaucoup, Benoît Lombard. Je rappelle que vous êtes président de Maison Laplace, de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup. Et on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.